bonjour tout le monde. On m'entend bien? Ok, super. Enguerrand Chevalier et moi-même, on va vous présenter comment, dans une expérience antérieure, on a eu à déployer un cluster Citus pour notre API Data, pour un produit qu'on va vous présenter aussi. Mais d'abord, on se présente, parce que c'est la tradition. Donc, moi, si vous n'avez pas vu, je travaille chez Canop. Avant, du coup, j'étais chez Le Bon Coin avec Enguerrand et puis chez Mano Mano aussi. Canop, qu'est-ce qu'on fait? On fait un truc assez cool. On construit une plateforme qui, grâce à des images satellites, nous permet d'analyser la capacité de certaines forêts, des forêts à capter du carbone. Donc ça va servir pour des porteurs de projets forestiers, pour qu'ils puissent analyser l'impact. On va essayer de rendre la donnée beaucoup plus disponible pour que les gens puissent la réexploiter aussi, et puis de rendre un petit peu transparent, un petit peu plus transparent ce que peuvent faire les forêts. Désolé, je suis un petit peu stressé. Et du coup, comme je suis stressé, je vais passer la main à Enguerrand. Yes, bonjour à tous. Enguerrand, du coup, breton, ça se voit un peu par le prénom. Comme Stéphanie, en fait, je suis passé par Mano Mano, je suis passé par Le Bon Coin. J'ai fait une petite encartage aussi aux douanes, au ministère de l'économie. J'étais chez Wireman, qui est aussi une entreprise de revenu management dans le ferroviaire. Et aujourd'hui, je suis chez Preligence. Vous avez peut-être entendu parler, parce qu'on a signé un gros contrat hier. Preligence, donc on a pour mission d'accompagner les analystes du renseignement dans leur prise de décision. Pour ce faire, on a une base de données d'entraînement qui est unique en Europe. On a plus de 9 millions d'observables par imagerie satellite. Et pour industrialiser toute cette machine, on a une AI Factory. Je vous recommande d'ailleurs, notre CTO Renaud a fait un talk le 6 octobre dernier à TechRox à propos de ça, comment industrialiser des équipes de machine learning et de deep learning au sein d'une entreprise. Notre QG est à Paris, mais on a aussi des bureaux à Rennes, à Londres, à Berlin, à Bruxelles, à Washington, à Singapour. Et on recrute beaucoup. Donc n'hésitez pas. Et Canop recrute évidemment aussi, dans tous les domaines, des SRE, des project managers, deep learning scientists, business data analyst, bref, un peu les métiers de la tech sont recrutés, on recherche beaucoup, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à regarder sur Preligence, Welcome to the Jungle, les différents postes qu'on peut avoir d'ouverts. Donc comme on vient de le dire, en fait on était ensemble chez Le Bon Coin pendant un peu moins de 2 ans, et en fait durant cette période-là on a créé un produit avec toute une équipe qui s'appelle le Bon Observatoire. Donc on ne travaillait pas sur Le Bon Coin réellement, mais sur un tout nouveau produit pour permettre d'étudier la consommation des Français. Voilà, donc le Bon Observatoire va utiliser les données du Bon Coin pour observer la consommation des Français qui utilisent Le Bon Coin. Et donc, on a construit, et puis elles sont toujours là, hein. Vous pouvez aller sur le site, sur lebonobservatoire.fr. On essayait de démontrer un petit peu la tension entre l'offre et la demande, de présenter le bien type en immobilier ou également en automobile. J'ai fait une bêtise. Et du coup, on analysait tout ça dans le temps, donc, avec une petite évolution. Et évidemment, comme on est sur un site web, on a besoin de temps de réponse assez performant. C'est pas comme de l'analytique qu'on faisait côté BI où on peut attendre 3 secondes, c'est pas très grave. Là, on voulait quelque chose d'un petit peu réactif. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc, on va d'abord vous expliquer comment et pourquoi on a choisi Citus. On vous parlera un petit peu de la modélisation de nos tables, de comment on a choisi de les distribuer sur le cluster. Et puis on parlera de plans de requêtes distribués et de quelques petits tips pour savoir les lire, parce que c'est quand même assez utile quand on veut optimiser les requêtes. Et on finira avec de la configuration qu'on a pu utiliser et les petits soucis qu'on a pu avoir également. Donc je vous disais qu'on avait des contraintes, on a voulu faire un benchmark, donc il fallait savoir sur quoi on allait se baser pour choisir notre base de données. Donc déjà en termes de lecture, moins d'une seconde sur les temps de réponse sur quelques milliards de lignes. On avait besoin de faire des jointures parce que potentiellement on n'avait pas, par exemple, dupliqué des tables des départements, enfin les départements français dans toutes nos tables. Donc on avait besoin de faire des jointures, ce qui n'est pas possible partout. On voulait faire des requêtes très globales, donc au niveau de toute la France ou au niveau d'un département et d'un type de bien particulier, si on voulait analyser les appartements de 20 mètres carrés dans le Puy-de-Dôme, ou si on voulait les analyser au niveau de la France. Donc ça fait des niveaux un petit peu différents. Et en termes d'écriture, on a eu des contraintes assez différentes de ce qui se fait en transactionnel. On était plus sur un batch quotidien, mais assez gourmand. C'est-à-dire qu'une fois par jour, on allait insérer 1 million de lignes dans pas mal de tables, vu qu'on avait 200 workflows à la fin qui tournaient pas totalement en parallèle, mais pas loin, et qui tournaient de toute façon que la nuit, pour garder toutes les ressources de la base de données en journée. Évidemment, on avait des données INSEE qu'on mettait souvent à jour et quelques autres référentiels.
Donc à partir de ces contraintes-là, on a fait une shortlist qui s'est décidée un peu en fonction des compétences et des besoins qu'on avait. Donc déjà, il y a beaucoup de compétences Elasticsearch chez Le Bon Coin. Par contre, il y en avait 0 dans l'équipe. Donc on s'est dit qu'on n'allait peut-être pas dépendre des autres équipes. ClickHouse, c'était pas mal, ça avait l'air super intéressant, mais on n'avait pas trouvé beaucoup de docs en anglais quand on voulait pousser un petit peu au-delà de la doc de ClickHouse même. Redshift, très utilisé chez Le Bon Coin, c'est le data warehouse, c'est sur AWS, c'est managé, parfait. Par contre, pour héberger une API qui va être utilisée en externe, c'est pas forcément la bonne solution, vu qu'au niveau des requêtes en parallèle, on s'arrête à 40 environ. Et puis Snowflake, ah oui, accessoirement c'est cher pour un produit en open data. Tout comme Snowflake, on n'a pas voulu faire ce choix-là, de prendre un produit assez cher pour quelque chose de gratuit. À côté de ça, dans l'équipe, que ce soit Enguerrand ou moi, on avait pas mal de compétences en Postgre. Il y en a d'autres dans l'équipe qui avaient également ces compétences-là. Donc on s'est dit qu'on allait tester un Postgres Vanilla, parce que si ça se trouve, on n'a pas besoin de plus. Et on n'a pas très envie de se mettre de la complexité pour rien. Donc on l'a mis dans le benchmark. On s'est dit qu'au cas où, on va tester un Postgres juste partitionné. En plus, on a des experts Postgre, coucou Flavio, chez Le Bon Coin. Et si tout ça ne marchait pas, on s'est dit un Postgres avec l'extension Citus qui permet de le distribuer sur plusieurs machines, ça pourrait être cool. Donc on s'est créé un dataset et on a fait des requêtes sur sur un volume de données grandissant sur des requêtes qu'on ferait pour le bon observatoire. Et donc ça nous a donné en synthèse plein de graphes, on a gardé 2. Ici on a Citus qui est le moins performant, mais qui est stable dans le temps. La volumétrie grandit, mais Citus il est stable. Donc il n'est pas dingue, mais on voit bien que Postgres à côté va clairement dans un niveau de temps de réponse qui va être beaucoup trop élevé à la fin. Et deuxième graphe qui est assez drôle aussi, c'était une autre requête avec plusieurs dimensions où Citus il est en mode encéphalogramme plat, il ne réagit pas, il est tout le temps rapide. Donc forcément, on a pris Citus et vu qu'on va en parler un petit peu plus, je laisse Enguerrand vous le présenter. Ouais, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que Citus, ce n'est pas une technologie de base de données en soi, c'est une extension sur votre Postgres. Ce n'est pas non plus un fork de Postgres. Ça a été créé en 2016 par Citus Data, puis racheté en 2018 par Microsoft. C'est full open source depuis 2022 maintenant, donc assez récemment, mais c'est aussi disponible sur Azure en managé via le service Hyperscale. L'objectif principal de Citus, c'est de transformer votre PostgreSQL en une base distribuée. Vous allez avoir votre monomachine avec votre PostgreSQL et vous allez vouloir le transformer en un cluster pour justement héberger toute la donnée qu'on devait héberger pour le bon observatoire. Avant d'aller un peu plus loin dans cette présentation, on veut juste mettre tout le monde d'accord sur les termes qu'on va utiliser pendant les dizaines de minutes qui vont suivre. D'abord, quand on parle de coordinateur, qui ressemble beaucoup au concept de master, mais en fait c'est une machine PostgreSQL au sein de votre cluster Citus. C'est dans les versions 10 et antérieures la seule machine qui va conserver les métadonnées de votre cluster et c'est vraiment la porte d'entrée de toutes vos requêtes. Quand vous allez faire des requêtes, ça va taper sur le coordinateur et on le verra un peu plus tard, le coordinateur va être chargé de distribuer ces requêtes-là à l'ensemble de vos workers. Et pour le coup, les workers, c'est la machine qui contient réellement la donnée, ce qu'on appelle sous forme de shard. Les shards, ça provient de la distribution. Donc la distribution, c'est justement le grand concept qu'on a derrière Citus et évidemment derrière plein d'autres bases de données. Mais en quelques mots, ça va nous permettre de diviser notre donnée et de la répartir sur l'ensemble des workers. Et donc les workers, donc, comme on l'a dit, contiennent la donnée. Donc cette donnée-là, c'est ce qu'on appelle des shards. Et on a juste mis un dernier vocabulaire parce qu'on va potentiellement parler des deux aujourd'hui. Vous avez la distribution, c'est vraiment l'effet d'envoyer votre donnée, de la diviser et de la rendre disponible au sein de votre cluster. Et vous avez la réplication, ce n'est pas à confondre. La réplication, c'est vraiment de la duplication de votre donnée. Vous allez vouloir avoir de la redondance dans votre cluster et donc avoir votre donnée disponible à plusieurs endroits, au cas où si un des nœuds tombe, par exemple, ça peut être utile. Donc on a ces deux effets-là qu'on a utilisés d'ailleurs au sein de ce projet. L'architecture, alors c'est le schéma d'architecture le plus simple du monde, on va dire. On a mis des petits carrés avec plein de couleurs, mais en fait il faut retenir une chose. On a en jaune notre Analytics DB, c'est le cluster Citus, c'est ce dont on va vous parler aujourd'hui. Et en fait il est entre deux gros blocs. Un premier bloc vert, c'est notre orchestrateur et nos workers. En fait c'est nos producteurs de données. C'était sur des clusters Kubernetes qui lançaient des milliers et des milliers de conteneurs, donc avec une force de frappe, on va dire, assez conséquente.
pareil, Stéphanie l'a dit juste avant, Le Bon Coin, c'est 1 million d'annonces par jour. Donc vous pouvez imaginer qu'on avait énormément d'événements. Et donc ce bloc vert produisait énormément de données et l'envoyait directement sur notre Analytics DB. Et à l'inverse, de l'autre côté, notre DB était tout aussi malmené par l'API, parce que l'API était du coup le consommateur de cette donnée-là. On avait le site Bon Observatoire qui avait de multiples conteneurs, et donc selon nos clients et selon ce qu'ils voulaient taper, ce dont d'ailleurs on n'était pas forcément sûr de leurs usages exacts de notre donnée, pareil, ils faisaient beaucoup de requêtes sur notre cluster. Pareil, là c'est juste une transposition, Le Bon Coin est sur AWS massivement, donc on a voulu déployer effectivement notre cluster Citus sur AWS. Donc chose à savoir, je vous l'ai dit, ça a été racheté par Microsoft et Microsoft a un service managé, ce n'est pas le cas d'AWS. AWS a des services de base de données managés, si vous connaissez, qui s'appellent RDS, notamment pour les bases on va dire, plus transactionnelles. Ils ont notamment des PostgreSQL, mais sur ces PG-là, vous ne pouvez pas activer l'extension Citus malheureusement, donc vous ne pouvez pas utiliser RDS pour faire du Citus. Donc on a dû prendre des machines virtuelles via le service EC2, déployer nos machines virtuelles avec beaucoup d'Ansible, beaucoup de Terraform, mais promis, je vous passe les détails. Vous retrouvez ici le coordinateur, qui est encore une fois la porte d'entrée de tout notre cluster, et on avait en production Seaworker, qui était d'une taille assez conséquente d'ailleurs, c'était des C5D, voilà, si vous êtes amateur de nom d'instance AWS. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est qu'on a eu déjà une optimisation en termes d'infra. Le coût énorme finalement d'un cluster distribué, c'est davantage les I/O. On va en parler tout au long, pareil, de la presse. Mais en fait, ce qui prend le plus de temps dans les requêtes, c'est de transférer de la donnée, de la transférer de worker à worker, de worker à coordinateur, de coordinateur à votre API. Et ça a été un peu un challenge d'essayer de réduire au maximum ces temps. Parce que nous, notre objectif, c'était, on avait une base de données qui contenait des terras et des terras de données, des tables avec des milliards de lignes. Et en fait, on avait des temps de réponse attendus qui étaient en dessous de la seconde, voire en dessous de 500 millisecondes, voire même un peu plus sur certains endpoints. Donc ça a été un très gros challenge. Pour ce faire, on a dû avoir à faire avec plusieurs techniques, dont 2 principales. La première, qui s'appelle sur AWS, les placement group, ce qui garantit en fait que toutes vos VM vont être installées au sein d'un même endroit. Pour vulgariser, on pourrait dire au sein d'un même data center, ce qui évite les transferts par Internet notamment, et avec des bandes passantes un peu plus conséquentes. Le deuxième effet qu'on a beaucoup utilisé, c'est de prendre des disques locaux sur nos instances VM. Donc pareil, encore une fois, je ne rentre pas dans les détails, mais sur AWS, vous avez typiquement ce qu'on appelle des EBS, donc les disques qui sont séparés de vos instances réelles. On a pris le choix de prendre des disques locaux directement sur nos instances pour encore une fois rapprocher le CPU et le disque. Donc ça a été un travail d'assez bas niveau, mais qui finalement se fait très bien quand vous êtes sur du cloud, parce que généralement c'est plutôt bien abstrait, et ça nous a sauvé beaucoup de temps sur nos requêtes. On a eu des divisés par 2, par 4, par 10 même sur certains use cases. Tu voulais parler des shards aussi, je crois. Oui, juste un petit rappel des notions des shards. Effectivement, imaginons on a une table ABC qui est découpable du coup avec de la donnée A, la donnée B, la donnée C. Le sharding, comme je vous l'ai expliqué juste avant, ça va être ma donnée A est sur worker 1, ma donnée B sur worker 2, ma donnée C sur worker 3. Si je fais un select étoile de ma table ABC, il va prendre les données de worker 1, prendre les données de worker 2, prendre les données de worker 3. Le coordinateur est occupé de faire le merge et de transmettre au client du coup le résultat final. Qu'est-ce qu'on a dans cette base de données maintenant? Qu'est-ce qu'on a dans ce cluster? Beaucoup de time series. On va définir un tout petit peu ce qu'est une time series aujourd'hui. C'est très simple, c'est une série chronologique, une suite de valeurs numériques qui représente une certaine quantité d'une certaine métrique. Donc là, vous avez un exemple justement du Bon Observatoire où vous avez tout simplement la demande en automobile au cours du temps. Et c'est typiquement tout ce qu'on enregistre ici dans la base du Bon Observatoire. Quel que soit l'autre... Oula, ça passe vite. On a beaucoup de catégories, on a plus de 60 catégories, donc que ce soit l'automobile, l'immobilier, la mode, on enregistre toutes ces time series-là et elles ont des typologies assez différentes. On conçoit assez bien, l'automobile c'est assez différent de la mode, c'est assez différent de l'emploi, c'est assez différent des vacances. Et donc on devait arriver à trouver des modélisations qui nous permettent de généraliser ça. On n'avait pas envie d'avoir du code spécifique à 60 catégories. L'idée c'était vraiment d'avoir à la fois dans notre base et à la fois dans notre application des choses qui soient le plus simple possible à administrer et que si on a envie de démarrer une nouvelle catégorie, on puisse le faire rapidement. Donc, on se retrouve avec beaucoup de time series, effectivement. On a trois grandes tendances chez nous. On a l'offre, qui est, donc vous allez beaucoup entendre la tension offre-demande, c'est ce qui est calculé sur le Bon Observatoire. L'offre, c'est le nombre d'annonces que vous avez sur le Bon Coin, tout simplement pour une catégorie donnée. La demande, c'est les vues sur les annonces.
Selon ce que les gens regardent, ça nous donne une certaine indication sur la tendance et sur la demande de ces personnes-là en automobile, par exemple. Et on avait une troisième catégorie, c'était les mots-clés recherchés. Quand vous recherchez sur Le Bon Coin, par exemple, une voiture rouge, ça nous donne une indication qu'effectivement, il y a une certaine demande sur les voitures rouges. Toutes ces offres demande-recherche, on les croisait par des ad param. Alors, ce qu'on appelle ad param chez Le Bon Coin, c'est les arguments de vos annonces. La couleur de la voiture, la transmission de la voiture, le modèle de la voiture sont des ad param. Par dimension géographique, le département, la ville, on avait même des clusters de villes, le pays, et par dimension temporelle, étant donné qu'on est sur des time series. Tout ceci, vas-y. Okay. Tout ceci arrive sur notre cluster, et donc il faut bien le stocker, le modéliser. Avant de parler de comment on a modélisé les tables, juste du coup les différents types de tables qui sont disponibles sur Citus et sur a priori tous les clusters distribués. Vous avez d'abord les tables de référence. Alors les tables de référence, c'est une table qui va être dupliquée sur chacun de vos nœuds. Sur tous mes workers, en fait, la table sera présente. On appelle ça table de référence. Nous, on l'utilisait essentiellement pour des données qui sont statiques, typiquement le référentiel de ville. On avait un référentiel de ville des 36 000 villes de France. Et cette donnée-là, on n'a pas envie qu'elle soit splittée dans tout le cluster. On veut qu'elle soit au plus proche de chacune des données, parce que c'est des données qui s'updatent relativement peu. Donc il y a peu de coûts d'update, de delete ou d'insert. Et c'est des données qui sont assez faibles. 36 000 villes à enregistrer, même si on avait beaucoup de données sur ces villes-là, ça reste relativement peu. On a les tables distribuées, donc c'est là où le petit rappel distribution et réplication est importante. Les tables distribuées, c'est vraiment réellement les tables dont les charts sont stockés sur les workers. Et c'était là où les tables distribuées, donc nos time series étaient dans des tables distribuées. Et enfin, on a les tables locales qu'on utilisait beaucoup moins chez nous. Ce sont des tables qui sont présentes sur le coordinateur uniquement. Les métadonnées sont par exemple des tables locales dans un cluster Citus. Voilà l'exemple d'une table, d'une des time series qu'on avait. Donc, bon, je parle beaucoup de voitures, mais en fait, du coup, l'exemple qu'on a pris, c'est l'immobilier. Dommage. Quelques petites remarques effectivement sur cette table-là. La première, c'est que donc on a deux premiers champs qui sont les list ID, les listes des annonces sur Le Bon Coin qui correspondent à cette ligne-là, et les visitor IDs, la liste des visiteurs sur cette annonce ou ce groupement d'annonces en tout cas. Vous pouvez remarquer que ce n'est pas très intelligible humainement. Parce qu'en fait, on n'a pas utilisé un array, on a utilisé une structure qui s'appelle l'hyperloglog, qui est encore une extension de Postgres, qui a été créée par Citus Data d'ailleurs. Ils sont assez actifs sur la communauté Postgres. Hyperloglog, c'est une structure probabilistique qui nous permet en fait de faire des counts de manière approximative. C'est-à-dire qu'on n'avait pas envie, dans notre projet du Bon Observatoire, d'avoir exactement le nombre de vues sur une annonce. Ça ne nous intéressait pas tant que ça. On voulait une approximation, une tendance du nombre d'annonces. Et étant donné qu'on fait un ratio sur le nombre de vues sur le nombre d'annonces, en fait, si les deux ont à peu près les mêmes approximations, sur un ratio, ça s'annule. Et donc l'hyperloglog était une manière aussi, dans la modélisation de notre table, dans le cluster Citus, d'accélérer les counts distincts énormément. Citus allait beaucoup plus vite dessus. Il fournit d'ailleurs des fonctions SQL qui permettent, donc HLL Cardinality, si vous connaissez le SQL, se rapporte beaucoup à un count distinct. Et d'ailleurs, même dans les dernières versions de Citus, si vous faites des counts distincts directement sur des colonnes HLL, il va de lui-même utiliser la capacité du HLL pour faire ces comptes approximatifs. On utilisait d'autres types de données qui ne sont pas spécifiques à Citus, des ranges par exemple sur des Postgres, c'est-à-dire que là par exemple on a le square meter range qui va être en fait au lieu de stocker le mètre carré, enfin la surface exacte de mon annonce, en fait, je fais des groupements entre ici 5 pour la première ligne, 5 et 20 mètres carrés, ce qui me permet sur une seule ligne d'agréger beaucoup. Ça, c'est sur la partie modélisation de nos tables. Maintenant, il y a comment on stocke réellement nos tables. Aujourd'hui, sans aller trop dans les détails, on va dire qu'il y a typiquement deux types de stockage qui existent, un peu plus en réalité, mais en tout cas, il y en a deux qui nous intéressent, le format ligne et le format colonne, si on essaie de faire un truc un peu binaire. Le format ligne, c'est ce qui peut arriver d'ailleurs dans un Postgres traditionnel. Ça va être, vous avez une table de ce type-là avec sécurité sociale, nom, âge, adresse, et en fait, l'ensemble d'une ligne est stocké au même endroit, dans le même fichier ou dans la même page. Vous allez avoir l'ensemble de ces informations ici sur le dernier graphique qui est exactement au même endroit. Le format colonne, à l'inverse, comme son nom l'indique, c'est l'ensemble d'une colonne qui est stockée au même endroit, stocké dans un même fichier. Et ça, quand vous faites des sommes, des médianes, bref, des agrégats sur une seule et même colonne, quand vous avez besoin d'ouvrir qu'un seul fichier, au lieu d'ouvrir 36 000 fichiers par rapport parce que votre donnée en colonne est splittée sur plein de fichiers parce que votre stockage était en ligne, pareil, ça vous fait économiser beaucoup de temps.
Vous allez avoir ici, imaginons que sécurité sociale, c'est pas la colonne la plus agréable possible, mais imaginons si je veux faire une somme de tous ces chiffres, en fait, j'ai juste besoin d'ouvrir un seul fichier et ça va plus vite. C'est effectivement ce qu'on a utilisé dans notre cluster Citus. On a utilisé massivement du mode colonne parce que Citus ouvre encore une extension qui s'appelle le columnar, qui était avant directement dans l'extension Citus, maintenant qui est partagée, enfin qui est dissociée de l'extension Citus, donc vous pouvez l'installer sans installer Citus. Le mode columnar, il permet beaucoup de choses. J'ai parlé de l'agrégation, mais il y a aussi la compression finalement. Ça vous sauve beaucoup d'espace disque. Parce qu'au sein de votre même fichier, comme vous avez votre colonne qui est unique et qui est présente, vous allez pouvoir, par exemple ici, j'ai appartement, 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 maison, maison. En fait, on va compresser, les 3 premières lignes étant appartement, je la compresse en une seule donnée qui va être, je sais que mes 3 premières lignes sont appartement, je sais que mes 2 dernières sont maison. Pareil, dans ce qu'on a vu, on était en format ligne au tout début de notre projet. On a économisé 60% d'espace disque en passant sur le mode columnar. Ça a été un énorme gain pour nous, et surtout en termes de facture. Et l'idée, c'était surtout de ne pas, en fait, dans notre scaling, dans notre infrastructure, si on voulait rajouter de l'espace disque, il fallait rajouter des workers. Sauf qu'on n'a pas forcément envie de se retrouver avec 15 workers. Ça aurait multiplié les I/O dans tous les sens, ça aurait trop écarté notre donnée. À avoir trop rajouté de machines, on arrive dans des systèmes qui sont inefficients finalement. Mais le mode columnar de Citus, il n'est pas parfait. Notamment parce qu'il est jeune et il n'implémente pas toutes les opérations aujourd'hui. Vous ne pouvez pas faire d'update ni de delete sur du columnar. Et donc, ça nous posait problème. Donc, il a fallu trouver un moyen où on s'est dit, le columnar, on adore ça, mais le problème, c'est que notre donnée, dans les données les plus récentes, en tout cas, on a besoin de faire des opérations d'update et de delete. Ça peut arriver que des workflows de données soient mauvais, qu'on ait besoin de reprendre de la donnée. Et donc, on s'est dit, comment on va faire ? Pour ça, on va faire un mix des deux en fait. On va faire du columnar et du heap. Il y a sous Postgres un système qui s'appelle le partitionnement. C'est-à-dire que vous avez une table et cette table-là, vous allez découper en plusieurs autres tables. Dans notre time series, dans le cas de notre time series, nous avions une énorme table et nous l'avons découpée à une table par mois. C'est-à-dire qu'on avait une table de données de 2 ans et on avait donc 24 tables derrière représentant une table par mois. Ce qui est cool avec Citus, tu peux même passer à celle d'après. Ce qui est sympa avec Citus, c'est que vous allez pouvoir choisir en fait par partition le mode de stockage que vous voulez. Donc c'est-à-dire que sur nos tables les plus anciennes, nous étions en mode columnar. Sur les tables les plus récentes sur lesquelles on savait qu'on allait devoir faire des updates et des deletes, on était en mode de ligne heap. Donc du coup, ça nous permettait d'avoir de la flexibilité, de pouvoir modifier les données les plus récentes, et en même temps de compresser au maximum et d'optimiser les performances pour les tables qui étaient les plus anciennes, les données qui étaient les plus anciennes. Et ça, cette flexibilité de Citus, elle est offerte à travers plein d'UDF, plein de fonctions directement SQL qui sont disponibles dans votre cluster Citus. Ils ont créé beaucoup d'utilitaires qui permettent justement de créer les partitions, de modifier les partitions, le type de stockage, et ceci sans bloquer les opérations d'écriture, ce qui a été pour nous un vrai bonheur finalement d'utiliser en termes d'ops ce cluster-là. Ça a été pas si compliqué à mettre en œuvre. Bon, du coup, on est content, on a le bon format de stockage, on sait que c'est optimal. On a quand même eu des problèmes au moment où on a dû stocker de la donnée. Donc le bon observateur sont des tendances, donc ça veut dire qu'on a de l'historique de données à charger. On est sur un projet qui a une date de sortie fixe, et donc on doit charger les données très rapidement. On se dit que c'est bon, on est couvert, on a Kubernetes, on peut lancer plein de workflows en même temps. On est sur de la donnée journalière qui n'a aucune dépendance l'une avec l'autre. Donc normalement, ça devrait bien se passer. Et en fait, on s'est pris un bon gros mur. On a tout lancé, on est parti boire des coups, et on est revenu, et on a vu l'état de nos workflows qui n'était pas très sympa. Normalement, on veut du vert partout, on veut que tout se passe bien, et qu'on supervise rien, vu qu'on distribue tout. On a un cluster qui est bien sizé. Et en fait, non, de manière un peu random, on avait des échecs. Alors on s'est dit, on avait commencé à chercher, est-ce qu'on n'a pas utilisé trop de RAM en même temps, on n'a pas été trop gourmand, est-ce qu'on n'a pas eu des out of memory. On cherchait un petit peu partout. Et en fait, tout simplement dans les logs, on s'est rendu compte qu'on avait des distributed deadlock. Donc déjà les deadlocks sur Postgres, on n'aime pas. Alors les distributed deadlock, en gros là vous avez les 2 petits carrés rouges. Ce qui se passe, c'est pas que les workflows écrivent sur le même shard. En fait, on a le workflow qui est à gauche qui va écrire sur le shard à gauche. Mais le shard à gauche est répliqué sur le shard qui est à droite, sur lequel l'autre workflow est en train d'écrire. Et cet autre workflow est répliqué sur l'autre shard. Et là, les deux se bloquent. Et là, Citus fait ça pour nous protéger, pour qu'on n'aille pas corrompre de la donnée. Donc, il y a une option, on a dû la chercher longtemps, mais il y a une option à activer
Quand on a des workflows qui sont totalement commutatifs et qu'on est sûr de ne pas faire de bêtises, il y a une option toute bête à activer. Il faut savoir ce qu'on fait parce que potentiellement on peut corrompre de la donnée, mais en activant cette simple option, on s'est retrouvé avec des chargements qui se passaient très bien. On a encore eu quelques échecs après parce qu'on a quand même été gourmand, on voulait toujours charger plus vite. Donc là on s'est vraiment retrouvé avec des out of memory, mais avec cette option-là et en étant un petit peu plus raisonnable, tout s'est plutôt bien passé. Bon, maintenant qu'on a stocké de la donnée, que tout va bien, on va devoir servir l'API et forcément, on sait qu'on a des requêtes SQL à écrire, on va écrire la plus simple et qu'on va devoir l'optimiser. Donc déjà, je te laisse Enguerrand parler. Mais tout à fait. Effectivement, donc maintenant on a envie de requêter notre donnée, c'est plutôt légitime, on a mis en place notre cluster, on a eu beaucoup de problèmes de columnar de heap, on a eu beaucoup de choses à régler. Et donc on écrit notre requête. Ici vous avez, on a mis une requête un peu bateau, mais qui compte par type de property type, donc appartement, maison, château, ce que vous voulez, manoir, écran qui disparaît. On veut compter par property type le nombre de visitor ID et sur les property types qui sont le plus communs chez Le Bon Coin en tout cas. Ce qui se passe, donc là c'est un diagramme qui est du coup issu de la Doccitus, crédit à eux. Comme je vous l'ai dit, votre requête, elle va être envoyée sur votre coordinateur. Le coordinateur, il a les métadonnées, et les métadonnées c'est quoi? C'est la liste des shards qui sont présents sur l'ensemble de mes workers et ce que contiennent mes shards aussi. L'idée du coordinateur, ça va être de fabriquer un plan d'exécution et de diviser votre requête par worker, d'envoyer ce plan d'exécution au worker. Les workers vont renvoyer les données et vont le renvoyer ensuite au coordinateur. Il faut éviter du coup le plus possible que de la donnée soit échangée entre workers par exemple, ou que de la donnée soit échangée entre workers et coordinateur. Il faut vraiment qu'ils envoient la donnée au moment final de leur opération. Et c'est toute la complexité d'écrire des requêtes dans des systèmes distribués. C'est-à-dire que si vos workers ne sont que des passe-plats à qui on leur demande juste d'envoyer de la donnée et qu'à la fin c'est votre coordinateur qui fait la fusion de la donnée, le tri de la donnée, les calculs d'agrégat, finalement en fait vous avez une monomachine PostgreSQL qui s'appelle le coordinateur, vous n'optimisez absolument pas votre cluster et vous perdez du temps dans vos requêtes parce qu'en fait tout ce que font vos workers c'est de transmettre de la donnée. Ça a peu d'intérêt. Pour ça, il y a effectivement donc la notion de clé de distribution qui est assez importante au sein d'un cluster, distribué quel qu'il soit, Citus évidemment en premier. La clé de distribution, c'est donc une clé de votre table sur laquelle Citus va se baser pour ranger les shards dans vos workers. Toutes les champs de la clé de distribution qui ont à peu près les mêmes valeurs, ou qui ont d'ailleurs les mêmes valeurs, vont être forcément colocalisés au sein d'un même worker. Donc c'est à vous d'utiliser la clé de distribution qui vous semble le plus logique. Généralement, c'est un champ qui va être beaucoup utilisé dans des joins ou dans des filtres, parce que du coup, vous allez pouvoir faire des opérations locales avec des données qui ont les mêmes valeurs au sein d'un même worker. Il n'y a pas de technique ultime en fait, c'est aussi ça un peu. Il y a de la théorie, celle que je viens de vous donner très rapidement, mais il y a aussi beaucoup d'intuition et beaucoup d'observabilité à avoir sur votre cluster. Comment se comporte votre cluster quand vous écrivez des requêtes? Et on va le voir juste après aussi sur les plans des requêtes, ce que vous faites. Citus indique beaucoup sur ce qu'il fait quand vous lui envoyez des requêtes, et il faut aussi parfois pas mal l'écouter pour savoir s'il fait des choses un peu folles ou pas. Une des premières choses d'ailleurs qu'il indique que j'ai mis un peu en bas, effectivement quand vous faites un explain analyze, donc le explain c'est la commande SQL qui va vous permettre de générer le plan de requête, Citus va vous donner le nombre la taille en tout cas des résultats intermédiaires qui vont être générés et surtout la deuxième information c'est la plus importante, où est-ce que ces données intermédiaires arrivent? Est-ce que c'est localement qu'elles sont écrites? Parfait, vous êtes dans le meilleur des scénarios, ou est-ce qu'il envoie ça sur 1 nœud, 2 nœuds, 3 nœuds, 5 nœuds, 10 nœuds? Là, par contre, vous allez peut-être commencer à avoir des problèmes d'IO. On a d'autres petits tips quand on utilise un explain, c'est d'afficher le cost. Parce que ce qu'on n'a pas envie quand on est en train de benchmarker et d'essayer d'optimiser et qu'on a une date de projet qui arrive, c'est de se concentrer sur l'optimisation qui ne sert à rien. Et en fait, afficher le cost, donc c'est une option à l'explain comme analyze, ça vous permet de vous concentrer que sur ce qui coûte vraiment. Donc si on a quelque chose, on a un sexscan, ça peut arriver, je vous explique après ce que c'est, on n'en veut pas, mais s'il a un tout petit coût, on s'en fiche, on passe à l'optimisation d'après. Donc le cost c'est cool. Settings nous a aussi sauvé la vie pas mal de fois parce que ça vient afficher pour la requête quels sont les paramètres Postgres qui ont été vraiment appliqués. Il y a pas mal de fois où on a ajouté une option au moment juste avant la requête et qu'en fait elle n'était pas du tout appliquée.
Donc c'est cool pour l'observabilité. Donc le sexscan dont je parlais tout à l'heure, c'est quelque chose que normalement on essaye d'éviter. Typiquement, si on fait un where sur la colonne property type, on n'a pas envie d'aller scanner tous les fichiers du cluster. On a plutôt envie d'avoir un index qui va nous donner exactement où est-ce que je vais trouver mes appartements. Donc ça, on essaye de toute façon de les éviter. Et dans la même veine, on a les parallèles index scan. Ça, c'est une fonctionnalité de PostgreSQL qui permet d'aller scanner les index en parallèle. Et donc là, on va encore plus vite qu'un simple index scan. Donc c'est dans la vie rêvée, on écrit localement et on a des parallèles index scan un peu partout. Donc là, vous vous retrouvez avec un plan de requête comme ça. Et en général, quand on a un plan de requête comme ça, on a juste tous envie de fuir. Parce que ça ne ressemble à rien, c'est mal formaté, on n'a juste pas envie de regarder ce genre de choses. Et en fait, il y a des endroits à regarder. Alors, je vois rien d'ici, je ne sais pas si toi tu vois. Si tu veux, je peux le faire. Ouais, vas-y si tu veux bien, parce que là… Ouais, déjà les différents endroits à regarder, il faut savoir que du coup votre plan il est distribué et normalement donc vous allez avoir tout en haut les actions effectuées par le coordinateur, le dernier nœud qui va recevoir les opérations, et vous allez avoir en bleu les cas typiques des coûts relatifs en fait sur vos requêtes. Donc le coût, le premier chiffre, si vous êtes habitué ou non au plan d'exécution de PG, le premier coût c'est le coût pour obtenir le premier octet, et le deuxième coût qui est noté, celui après les deux petits points, c'est le coût pour obtenir le dernier octet. Et vous avez aussi le nombre de lignes et la taille en octets de la ligne en question. Vous avez aussi juste au-dessus ici le nombre de tâches en fait qui sont exécutées. Par défaut, en fait, Citus ne va pas afficher les 32 tâches. Si vous avez 32 chartes par exemple, c'est notre cas ici. Il va afficher celle qui lui paraît le plus coûteux. Donc ça peut être aussi un peu trompeur parfois de ne pas avoir les 32 tâches qui s'affichent, parce que si vous avez la plus coûteuse qui s'affiche, mais que toutes les autres en fait ont 0 coût, ça veut dire en fait que vous avez un seul worker qui a travaillé, qui a eu une tâche énorme à faire, mais en fait les autres n'ont rien fait. Il y a des options dans Citus qui permettent d'afficher l'ensemble des tâches pour faire du benchmark, ou en tout cas pour faire de l'investigation, et ça peut être plutôt utile d'avoir ça. On ne va pas rentrer dans tout le détail, je pense, du plan de requête, ce n'est pas trop l'objectif du talk. Mais voilà, là vous avez la fameuse option qui permet d'afficher l'ensemble des tâches. Donc ça vous fait des plans d'exécution très très longs, mais ensuite ça vous permet de comparer est-ce que mes coûts entre chaque worker et chaque shard sont à peu près équivalents, ou est-ce qu'il y a de grosses disproportions entre chacun. C'est essentiellement ça en fait, je pense, le knowledge qu'on voulait partager. Et donc après, dans la vraie vie, quand le cluster est en place, que le projet se passe bien, on a eu quelques petites configurations, quelques petits tweaks à faire. En l'occurrence, c'est les plus importants qu'on a gardés, c'est le fait de désactiver les auto-vacuums. Normalement, dans un workflow transactionnel, l'auto-vacuum, on le laisse faire son boulot, parce qu'il le fait très bien. Là, nous, on est dans un cas où on a un workload par jour. Et on n'a pas envie que le vacuum se lance à ce moment-là, parce que oui, on a 200 workflows qui se lancent en même temps. Donc oui, on atteint les limites, mais on n'a pas envie qu'il se lance l'auto-vacuum pendant qu'on charge nos données. Donc on voulait le maîtriser, et on avait un orchestrateur qui se chargeait de vacuumer les tables au moment où on le voulait. On peut le mettre à off, il faut le faire quand même. Il faut juste être sûr de le faire. La workmem, c'est quelque chose qu'on a pas mal modifié aussi. Donc la workmem, en fait, c'est la mémoire allouée à chaque sous-requête d'une requête. Donc la requête de tout à l'heure, on allait avoir 3 gigas de mémoire allouée pour le select, on va avoir 3 gigas pour le where. Donc la nuance est là. On avait, je crois, 64 gigas de RAM par worker. Donc on s'est dit qu'on allait monter cette workmem un peu haut. On s'est retrouvé avec des out of memory. Il faut bien garder en tête que ces 3 gigas ne sont pas juste par requête, mais par sous-requête. Donc finalement, 3 gigas, malgré tous les volumes qu'on avait, c'était amplement suffisant. Un petit peu contre-intuitif. Et ensuite, pour les échanges entre les machines, Citus a une autre option qui est assez cool, c'est de sérialiser les données en binaire, qui n'est pas activé par défaut, ce qui est un peu contre-intuitif, mais qui permet d'accélérer les échanges, au moins entre workers et coordinateurs, et si besoin, entre les workers. On disait tout à l'heure avec Enguerrand qu'on a fait des backups. Là encore une fois, Citus a encore frappé. Citus a une extension qui s'appelle Walji, qui permet de gérer les backups non seulement pour Citus, mais aussi pour PG et même pour MySQL, et qui est en fait super rapide à prendre en main. On est data ingénieur, hein, on n'est pas DBA, et pourtant en fait c'est nous qui avons paramétré toute la partie backup avec l'aide de Flavio quand même.
Mais du coup, c'est un petit binaire qui a accepté beaucoup de configurations à faire. Et ensuite, on a déployé ça avec Ansible. En gros, une fois par semaine, on allait lancer une sauvegarde via une cron qui allait streamer les walls, donc les journaux de transactions de Postgres, directement sur S3. Ça se fait de manière super intuitive du moment que la machine a les droits d'écrire sur S3. La rétention, pareil, est paramétrable. On n'a pas besoin d'aller le faire sur le bucket S3. On a une option qui dit je veux garder les 5 derniers backups qui ne sont pas corrompus. Ça nous suffisait amplement. On a des backups et on s'est dit qu'il fallait quand même tester la restauration. On a testé la restauration qui se fait en quelques commandes, qui est quand même assez intuitive. On récupère la donnée qui est sur S3 une fois qu'on a choisi l'ID qu'on veut, ou on peut faire un recovery, un point in time en particulier. On la récupère, on swap les deux en mode recovery, donc on met la base de données en mode je t'arrête, là tu vas recover sur une ancienne version, et c'est tout. On redémarre et c'est fini. Du coup, globalement, même si on a eu plein de petits soucis, on a découvert plein de choses, on a eu plein d'occasions d'apprendre, on a pas mal aimé Citus. Donc en conclusion, Enguerrand, effectivement, on a beaucoup apprécié Citus et je pense que vous l'avez vu à travers la presse. Il faut investir du temps, mais ça se révèle être une base analytique qui pour nous, en tout cas, s'est avérée être très payante. Elle permet de délivrer des performances qui étaient vraiment très au top. Et ce qu'on a beaucoup apprécié, encore une fois, Citus, c'est une extension, donc elle permet de suivre PG. PG15 est sorti hier, il me semble, et en fait, Citus est déjà compatible PG15. Donc ça bloque en rien l'évolution de votre infrastructure technique. Au contraire, ça vous permet de bénéficier de toutes les avancées qu'il peut y avoir dans le domaine PG et des bases de données. Et surtout, en fait, Citus est extrêmement actif. Vous avez vu avec Walji, vous l'avez vu avec HLL. Ils ont beaucoup d'extensions qui se créent pour l'univers PG. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Il y a probablement peut-être quelque chose fait pour vous quelque part, en tout cas pour votre projet. Je l'ai dit, ça a été fait full open source par Microsoft très récemment dans sa version 11. Il y a toute une liste de nouveautés qui permettent de l'Ops et de gérer des données finement à la colonne, de faire des rebalances très facilement. Il y en a plein. Je vous laisserai aller regarder si ça vous intéresse. Et en tout cas, juste un dernier mot, merci à notre équipe du Bon Coin aussi. On est 2 à présenter aujourd'hui, mais derrière, il y avait quand même toute une équipe. On était plus d'une dizaine de personnes. Et donc, merci notamment à Purday, à Yiching, à Félix et Mathieu. Ouais, et surtout en fait à Olivier Buchy, qui était notre manager et qui a construit cette équipe, qui a construit ce projet, qui l'a porté jusqu'au bout. Et donc, ça a été vraiment un bonheur de travailler avec eux. Merci à tous. Si vous avez des questions, moi je suis disponible par mail. Je ne suis pas trop réseaux sociaux, mais Stéphanie a un compte Twitter, donc n'hésitez pas. Je ne suis pas hyper active, mais je réagis. Et puis si vous avez des questions maintenant, on est là aussi, on a le temps. Alors, combien ça a coûté? Beaucoup. Beaucoup. Moins qu'un cluster Redshift. Moins qu'un cluster Redshift. Je pourrais donner un ordre d'idée en fait si on compte le cluster, mais en fait il y avait aussi l'API, il y avait aussi notre backup. Je pense qu'on compte en milliers d'euros par mois. À peu près, pas au-dessus de la dizaine de milliers quand même, mais c'est à peu près le niveau. Surtout que ce qu'on n'a pas dit au tout début, c'est que effectivement, on a beaucoup de machines qui étaient colocalisées donc, dans un placement group, ce qui du coup nécessite potentiellement d'avoir des machines de secours si jamais votre data center est inaccessible ou qu'il brûle. Il faut quand même qu'on ait des machines en dehors qui nous permettent de recover et qui soient capables de bootstrapper très rapidement. Donc on avait aussi des machines de réserve en dehors de la prod. Donc ça coûte un peu cher. Alors 10 personnes au total, c'était cross-métier, hein. Donc on avait des UX, des fronts, des devs, des data eng. En l'occurrence, on a été 3 data eng pendant un an et demi. Oh, sachant que le projet, la phase de conception a duré 3 à 4 mois. C'est-à-dire 3 à 4 mois pendant lesquels on n'a rien codé, rien fait. On a beaucoup écrit d'ADR et je regarde Simon qui est un des collègues du Bon Coin, et de documents techniques pour tous les benchmarks qu'on vous a montrés. Et après, la phase d'implémentation a duré 3 à 4 mois aussi. Et ensuite, c'était plus une phase de run. 3 à 4 mois que pour les data eng. Oui, pour la partie data eng, donc la partie qu'on vient de vous présenter. Après, il y a le site, il y a le front et il y a la mise en place de l'API.
Et aujourd'hui, tu veux dire, c'est maintenu aujourd'hui, Il y a un data eng, il y a un seul data eng qui n'est pas forcément à temps plein d'ailleurs. ouais, Et il y a deux fronts, deux fronts et deux trois bacs. Et trois bacs. trois bacs, ouais. Ouais. Donc il y a quand même, parce qu'après il y a aussi d'autres projets qui sont en lien avec ça. Donc voilà, ça fait quand même une grosse équipe. Ouais. Tu veux dire les pics d'utilisation en lecture ou en écriture? Hein, les deux. Alors, en tout cas, en production de données, on avait donc à peu près 200 workflows qui tournaient par jour. Et 200 workflows, chaque workflow était grosso modo une catégorie avec de la donnée qui représentait peut-être. En vrai, c'est 50 millions d'annonces en ligne par jour Ouais, voilà, qu'on dispatchait. Et on consommait toute la RAM du cluster à ce moment-là. c'est ça. Sachant que donc, notre cluster c'était 6 machines avec 60 gigas chacun, avec 12 CPU chacun, enfin vCPU. Donc il faut imaginer ces 6 machines-là full occupées, avec une RAM qui était toute juste, en tout cas sur les pics de production, ce qui nous allait. Sur les pics de lecture, On n'a pas atteint les limites. on n'a clairement pas atteint les limites, on était beaucoup plus violent en termes d'écriture. La lecture, on n'avait pas atteint les limites parce que devant cette base, on avait aussi un cache. On avait un Redis qui était mis en place. Donc du coup, les requêtes usuelles passaient rarement sur notre cluster. Par contre, les premières requêtes qui arrivaient, effectivement, pouvaient être un peu violentes. Comment est-ce que vous avez géré la réplication et sharding en fait? Comment vous avez un peu tué les valeurs ou est-ce que c'est un truc qui est en standard sur Citrix et que vous avez pas eu besoin de... Alors la réplication, tu as un argument qui par défaut ne te fait pas de réplication, donc effectivement il faut que tu le tunes. Par défaut, Citus ne fait pas de réplication, mais tu as une option qui est très facile, qui est le replication factor. Tu le mets à 2, 3, 4 et en fait il va répliquer automatiquement à l'écriture chacun de tes shards. Il faut savoir que cette option elle n'est pas rétroactive par contre, donc dans tous les sens d'ailleurs. C'est-à-dire que si ton replication factor est à 1 puis que tu le mets à 2, les anciens shards qui ont été écrits avant ne vont jamais être répliqués. C'est à toi de faire toi-même l'opération. Et à l'inverse, si ton replication factor est à 5, c'est-à-dire que tu dupliques 5 fois ta donnée, et que tu la passes à 1 parce que tu décides que c'est plus nécessaire, ta donnée reste sur le cluster. Donc c'est à toi de la supprimer aussi. Voilà. Pour l'instant, si ça se trouve, ils vont faire des utilitaires pour Ouais, ça aussi. pour l'instant. Mais effectivement, ça évolue vite. Et je pense que c'est bon. Ouais. Merci beaucoup. Merci.